Donc, je suis avec Sylvie à Lille, effectivement. Et puis, donc, ça me fait plaisir de présenter donc notre premier invité, Christian Desilets. Donc, je suis bien heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui, Christian, pour continuer tous nos intérêts. Et donc, je n'ai pas ton résumé sur les yeux. Je ne sais pas si, Gabriel, tu pourrais nous donner les grandes lignes, mais je trouvais très intéressant, en tout cas, Christian, que tu amènes cette dimension dramaturgique dans les propos que tu vas nous donner. Est-ce que tu vois, Gabriel, le petit résumé? Oui, tout à fait. Alors, Oui. je vais me lancer dans une lecture. Alors, pour étudier la représentation publique des problèmes sociaux, Joseph Gusfield, associé à la Deuxième École de Chicago, a jeté les bases d'une analyse sociologique dont l'une des originalités tient au fait que son cadre conceptuel emprunte aux arts de la scène. L'analyste est appelé à examiner la manière dont les activités et arguments des acteurs sociaux émergent sur la scène publique en portant une attention particulière aux stratégies de mise en scène et aux procédés de scénographie qui, à cause de leur fin persuasive, tendent à simplifier la causalité de tout problème social pour pouvoir l'attribuer à un conflit d'ordre moral qui est le mode naturel de la délibération publique. Cette approche sociocritique souffre toutefois d'un biais constructiviste qui surestime les intentions de manipulation et aussi du fait que Gusfield n'en a pas formalisé la méthodologie. Dans cette communication, nous revisiterons les principes de l'analyse dramaturgique et présenterons une méthodologie opératoire qui est susceptible d'en contrôler le biais. Nous exposerons enfin quelques-uns des résultats que nous avons obtenus en appliquant à diverses causes sociales, telles que promues au Québec par des organisations privées, publiques et parapubliques. Ainsi, revisiter l'analyse dramaturgique pourrait offrir aux acteurs sociaux, aux médias et dans une moindre mesure au public le moyen de prendre conscience des dérives éthiques les plus courantes de la promotion des causes sociales. Voilà, tu as la parole, Christian. Bien, alors merci. Je vais faire le partage d'écran. Alors voilà, bonjour à tous les amis du séminaire Arcane. Donc, la dramaturgie des problèmes sociaux, je souhaite vous le présenter dans le cadre du séminaire Arcane parce que l'analyse dramaturgique développée à l'origine par le sociologue Joseph Gusfield. Gusfield vient de l'école de Chicago et une des particularités de l'école de Chicago, première, deuxième et troisième école, c'est que ces sociologues, c'était des sociologues qui avaient fait leurs humanités et qui se sont largement inspirés de leurs humanités, notamment des analyses littéraires et des arts de la scène pour comprendre comment se faisaient les représentations sociales en ce qui concerne les problèmes publics. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui est écrit là-dessus. Essentiellement, je vais vous faire une brève introduction à la sociologie des problèmes sociaux, pour que vous compreniez un peu le cadre théorique. Ensuite, je vais vous présenter l'analyse dramaturgique telle qu'elle a été conçue à l'origine par Gusfield et comment on peut travailler là-dessus, un peu l'améliorer pour contrôler quelques biais. Et puis, je vais tout faire pour réserver un peu de temps pour vous parler de quelques résultats obtenus. Là, j'ai travaillé sur 11 études de cas en utilisant l'analyse dramaturgique. Alors, voilà, quelques définitions rapidement. Quand je parle de cause sociale, là, j'entends le mot cause au sens de non pas au sens de causalité, là, mais ça désigne le problème de société que des individus travaillent à résoudre. Alors, c'est ça pourquoi ils ont pris parti. Alors, la cause sociale, si vous voulez, c'est le problème social envisagé sous l'angle de sa résolution. Alors, l'écologie est une cause sociale, par exemple. Le promoteur de cause sociale, alors en sociologie, les sociologues préfèrent parler d'entrepreneur de cause sociale. Moi, personnellement, puisque je suis en communication, je suis plus à l'aise avec la notion de promoteur de cause sociale parce que je m'intéresse surtout au discours et aux activités donc de promotion de la cause sociale. Donc, toute personne qui travaille à faire avancer une cause sociale, pour moi, c'est un promoteur de cause sociale. Pour vous montrer un peu quels sont les principaux concepts qu'on utilise quand on parle du travail, de la définition de la légitimation des problèmes sociaux. Alors, le travail social d'un problème là, va se diviser en deux catégories. Il va y avoir un travail pour définir le problème et un travail ensuite pour légitimer
le problème. Alors, le travail se fait de façon parallèle et il y a une interpénétration du travail. Là, la légitimation contribue à la définition contribue évidemment à la légitimation. Et je vous ai mis en jaune les concepts pour lesquels Gosfield a eu une contribution particulière. Il n'est pas le seul à avoir travaillé sur ces concepts, mais c'est là où c'est en jaune, là, dans mon tableau, là, où vous voyez où Gosfield a vraiment innové. Alors, pour définir un problème, le promoteur doit alléguer une situation, mettre de l'avant une situation problématique. Pour ce faire, il opère une sélectivité des faits pour arriver à présenter un récit, si vous voulez, qui soit cohérent d'un problème social. Vous êtes tous des chercheurs, vous le savez, en sciences, il n'y a jamais rien d'univoque, tout est complexe, alors que quand on est sur la scène publique, on doit, pour obtenir l'approbation du public, présenter quelque chose qui se tienne. Et donc, on va gommer tous les faits, je reviendrai sûrement là-dessus, sur les faits contrariants qui pourraient briser la ligne narrative du promoteur. Donc, il y a un travail de sélectivité. Il faut faire valoir que c'est un problème social, mais il y a des effets individuels. Donc, il y a des individus qui souffrent de ça, mais que la causalité est collective. C'est pour ça que c'est un problème social. Et pour ça, bien, on va mettre de l'avant un certain nombre de jugements de valeur qui vont entraîner un conflit de valeurs avec d'autres personnes dans la société. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à définir, ou plutôt à redéfinir des normes collectives. Et pour ce faire, on va jouer beaucoup sur les notions d'inacceptabilité du problème. Il faut faire accepter que le problème est inacceptable. Il faut faire la preuve qu'il y a une dégradation de la situation pour que le public s'y intéresse. Et il faut aller jusqu'à la scandalisation, c'est-à-dire que le public ne réagit pas tant et aussi longtemps qu'il n'a pas l'impression que le problème a atteint au niveau du scandale. Et donc, le problème social amène à justifier une action collective, donc un changement social qui se fait sur le mode habituellement de l'urgence. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est le moment où on est capable de transformer un problème social en problème public. Quelle est la différence? C'est qu'un problème public, c'est un problème social dont l'État prend la charge. À partir du moment où l'État en prend en charge, ce n'est plus un problème social proprement dit, mais c'est un problème qui devient un problème public. Puis le travail de légitimation du problème, lui, bien, alors vous avez des promoteurs qui vont travailler à légitimer le problème, donc travailler à faire reconnaître le problème en tant que cause sociale. Il va y avoir une lutte entre les différents intervenants pour savoir qui va être propriétaire de la cause sociale. Il est très rare qu'un problème social ne soit activé, si l'on veut, que par un seul promoteur. Il y a plusieurs groupes qui se disputent la première place dans l'esprit de la population, mais également la première place dans l'esprit de l'État. Puisqu'une fois qu'il y a un transfert de propriété de la cause vers l'État, le transfert de propriété se fait selon une transaction. La transaction veut que l'État devient propriétaire, mais que le promoteur qui était propriétaire de la cause devient l'intervenant prioritaire et privilégié de l'État et son premier partenaire de travail. Le travail de légitimation va faire une segmentation, va identifier les publics cibles, va vouloir travailler l'opinion publique pour amener l'opinion publique à modifier la représentation ou à construire une représentation collective du problème. Et tout ça se fait dans le respect de la culture de l'action publique lorsque ça devient un problème public. Quand on s'adresse à l'État ou quand l'État intervient avec un certain nombre d'exigences et de culture de travail qui ne sont pas les mêmes que celles des mouvements sociaux. Et ils le font notamment avec un travail d'agenda setting, c'est-à-dire on travaille les médias pour faire en sorte que notre discours soit accepté et repris et multiplié par les médias. Et donc, sur le travail de ce travail d'agenda setting, il va y avoir donc encore une fois une compétition entre les acteurs pour obtenir l'attention des médias, être le porteur, le propriétaire de la cause reconnu aussi par les médias. Il va y avoir un travail de hiérarchisation des causes sociales parce qu'il y a un combat pour les promoteurs de causes sociales pour être reconnus comme un problème prioritaire. Le problème qu'il y a, c'est que dans le monde symbolique des valeurs, il n'y a pas de hiérarchisation possible. On ne peut pas dire que voler, c'est moins pire que mentir, par exemple. Donc, dans l'absolu, dans le symbolique, toutes les causes sont valables, mais dans la réalité, lorsqu'on se bat pour faire
avancer une cause, on est obligé de travailler une certaine hiérarchisation des causes. Donc, tout ça mène à un travail de promotion qui comprend des campagnes de publicité, mais pas que. L'objectif étant d'arriver à une mobilisation du public. Et tout ça met en jeu, au fond, comme objectif, arriver à avoir le contrôle social. En sociologie, on va parler de contrôle social formel. Alors, le contrôle social formel, c'est celui de l'État qui a l'exclusivité de l'usage de la contrainte. Et puis, il y a le contrôle social informel, qui va être, par exemple, le contrôle social exercé par les gens autour de vous, mais aussi le contrôle social que vous avez intériorisé personnellement, sachant que ce qui est bien, ce qui est mal, ces choses-là ont été intériorisées, mais on peut travailler ça dans des causes sociales. Et rapidement, donc, en sociologie, on estime qu'une cause sociale a une carrière, que je résume en 4 étapes. Ça ne veut pas dire que la carrière est toujours aboutie, parfois elle est avortée. Mais essentiellement, vous avez la première étape, qui est le début. C'est là où les gains sont les plus rapides et les plus faciles. L'objectif est de rallier les partisans qui sont déjà présents et des gens pour qui il n'y a aucune résistance par rapport à la proposition. La deuxième étape, il y a un ralentissement des gains et qui demande des investissements de plus en plus massifs parce que là, on commence à s'adresser à une population qui n'est pas tout à fait partisane, pas tout à fait acquise. Donc, l'objectif à l'étape 2, c'est d'obtenir l'appui d'une majorité de la population. L'étape 3, c'est là où on voit habituellement le plafonnement des gains. On n'est plus capable de convaincre davantage de gens à nous appuyer, puis on n'a pas encore, pas tout à fait, ou à peine une majorité simple. Donc, il y a un plafonnement des gains et c'est à ce moment-là que les promoteurs, spontanément, en arrivent à considérer qu'il faut maintenant en arriver à transférer la propriété de la cause à l'État pour que l'État puisse exercer son pouvoir de contrainte. La dernière étape, c'est de la maturité, c'est quand le problème n'est pas assez sous le contrôle de l'État, il peut être en voie de disparition, par exemple. L'objectif, c'est l'extinction du problème dans un horizon indéterminé. Et puis, c'est là où on a un discours de gestion des gestionnaires de l'État, et c'est ce qui fait souvent que les causes commencent à s'invisibiliser dans l'œil du public. Bon, alors l'analyse dramaturgique, je vais d'abord remonter aux origines, qui sont les 3 écoles de Chicago qui ont beaucoup emprunté au concept littéraire et aux arts de la scène. La première école, c'est celle de l'interactionnisme social. Je précise que l'école de Chicago a une grande influence sur la sociologie, mais aussi la sociologie au Québec. On pourrait dire que toute la sociologie au Québec est fille de l'école de Chicago. Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la deuxième école de sociologie qui a été fondée aux États-Unis en 1892 par un pasteur, Albion Small. Et c'est lui qui a forgé le concept d'interaction sociale. Parce qu'il considérait que les phénomènes sociaux, certainement, étaient surdéterminés par des catégories comme les classes sociales, par exemple, ou des facteurs sociodémographiques, mais il considérait que, plus encore, les phénomènes sociaux évoluaient en fonction de l'interaction sociale. Puis la métaphore ou l'image que je pourrais vous donner, c'est un peu comme la tragédie grecque, où vous avez des acteurs dont le destin est surdéterminé. Parfois même, ils le savent. Alors, Édipe sait ce qui lui est promis. Il le refuse, mais c'est quand même son destin est déjà déterminé. Il va se rendre jusqu'au bout. C'est la même chose avec Oreste, Électre. Tous ces personnages sont surdéterminés. Mais ce n'est pas le mythe qui intéresse les spectateurs, parce qu'on sait comment ça commence et on sait comment ça finit. Ce qui intéresse les spectateurs, c'est les interactions, les personnages, les caractères, comment ils vont interpréter leur destin, comment ils vont chercher à y échapper. C'est ce qui intéresse le spectateur et c'est donc ce qui intéressait aussi Small, c'est-à-dire de l'interaction sociale, comment les gens, par interaction sociale, essaient de redéfinir leurs conditions et de comprendre les phénomènes dans lesquels ils sont plongés. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est arrivé à Chicago, parce que Chicago est une mégapole qui est devenue un laboratoire social. Là, en moins de 100 ans, Chicago était passé d'un village de quelques centaines d'habitants à 3,4 millions d'habitants. C'était en 1930 une des plus grandes villes au monde. Alors,
l'école de Chicago, c'est une approche empiriste qui utilise beaucoup les enquêtes comparatives, transhistoriques, les analyses documentaires, les analyses biographiques, et puis ils utilisent des méthodes mixtes. La deuxième école, c'est l'école interactionniste symbolique. Gosfield est associé à cette deuxième école, mais il n'y a pas de solution, il y a une solution de continuité d'une école à l'autre. Alors, Bloomer, lui, est un héritier de Mead. C'est lui qui a créé le concept d'interactionnisme symbolique. Lui, il s'intéressait davantage, non pas à l'interaction entre des groupes sociaux, mais il s'intéressait aux interactions réellement entre les individus et par le biais de la communication, le langage verbal et non verbal, d'où l'idée de l'interactionnisme symbolique. Et Bloomer disait, les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens que les choses ont pour eux. Ce sens-là est dérivé ou provient des interactions de chacun avec autrui, puis c'est dans un processus d'interprétation mise en œuvre par chacun dans le traitement des objets rencontrés que ce sens est manipulé et modifié. Il faut peut-être déjà entendre en filigrane des concepts là, propres à la littérature. La troisième école se distingue essentiellement par l'invention de la méthode de l'observation participante qui permettait aux sociologues vraiment d'aller sur le terrain puis de voir comment les choses se passaient, dont la figure dominante était Everett Hughes. Everett Hughes, c'est un sociologue qui connaissait le Québec, qui est venu au Québec et qui a travaillé ici à l'étude, au début, aux premières études de la société québécoise avec le père Lévesque, qui est le fondateur de l'École de la sociologie au Québec. Et donc, voilà, je vais avancer un peu. Donc, l'analyse dramaturgique de Gosfield, ces axiomes sont les suivants. Que pour Gosfield, les normes et les déviances sont constamment construites par les acteurs sociaux qui vont lutter pour imposer leurs propres règles. Alors, les promoteurs vont avoir tendance à structurer le problème social toujours comme un conflit d'ordre moral, parce que c'est une représentation qu'on fait sur la scène publique, et sur la scène publique, le mode de délibération est un mode de délibération sur le mode moral. C'est la moralité qui est toujours au cœur de la lecture du citoyen sur la scène publique. Alors, pour Gosfield, un problème social, il est indissociable des acteurs sociaux qui le portent à l'attention du public. Un problème social, en sociologie, ça n'existe pas tant qu'il n'est pas reconnu par le public. S'il n'est pas reconnu par un public, c'est peut-être un problème, mais ça n'est pas un problème social. Pour vous donner un exemple, au Québec, plus de la moitié des garçons n'arrivent pas à dépasser le niveau secondaire 5, plus de la moitié des garçons. Ça n'est pas un problème social au Québec. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème social parce qu'il n'y a personne qui porte ce problème-là à l'attention du public et qui essaie de trouver des solutions. Par conséquent, un problème peut être majeur, mais ne pas être un problème social parce qu'il échappe à l'attention du public. Pour Gosfield, les promoteurs ont recours à 3 formes de contrôle social là, pour réguler les comportements contre-normatifs et perpétuer les normes. Donc, il va y avoir le contrôle social. Ça a été développé après ça après Gosfield par d'autres aussi. Donc, je vous ai parlé du contrôle social interne, externe, informel et externe formel. Je vais passer rapidement là-dessus. L'intérêt de la méthodologie, c'est que ça offre un complément aux autres formes d'analyse de l'action publique. Ce sont des études qui relèvent des études interprétatives critiques. Et puis, pour Gosfield, c'était le moyen de comprendre comment un monde de faits est présenté et accrédité par des auditoires dans l'arène publique, parce que ça ne va pas de soi, évidemment. Alors, sa méthodologie en est une de déconstruction du discours des acteurs sociaux. Alors, c'est une analyse de discours par des approches absolument mixtes. L'objectif, c'est de tester, là, je dirais que là, c'est mon interprétation de la méthode, en tout cas mon application de la méthode. L'objectif, c'est de tester la cohérence du discours interne. Le discours interne, c'est le discours que le promoteur tient quand il est dans l'entre-soi, entre lui, entre gens du même mouvement, entre chercheurs du même domaine. Alors, tester la cohérence de ce qui est dit à l'interne et de ce qui est dit au public à l'externe. Alors, l'objectif, dans le fond, c'est de comparer pour moi, c'est de comparer ce qu'un promoteur sait, son bagage de connaissances, comparer ça avec ce qu'il fait dans la réalité et comparer ça avec ce qu'il dit de ce qu'il sait et ce qu'il dit de ce qu'il fait. Et l'objectif, c'est de voir jusqu'à quel point il y a une cohérence entre tout ça ou s'il y a des incohérences, si vous voulez, dans la ligne du discours. Alors, on recherche des écarts significatifs. Il faut qu'ils soient persistants et systémiques pour qu'ils puissent offrir prise à l'examen. Je vais passer sur les exemples pour vous en laisser davantage pour la fin.
Donc, le corpus documentaire, c'est celui du discours public, le discours privé, puis on recherche les données primaires et secondaires utilisées par le promoteur. Données primaires produites par le promoteur, données secondaires dont il dispose dans sa bibliothèque, dans sa librairie, ou qu'on peut deviner auxquelles il a eu accès par ses conférences de presse, par exemple. Alors, donc, la méthodologie, c'est une sorte de triangulation, vous l'aurez compris, à quoi j'ai ajouté, parce qu'il y a un biais constructiviste chez Gosfield qui incite à interpréter chaque déviance ou chaque manipulation des faits comme étant le résultat d'une motivation malhonnête. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Alors, moi, j'applique un principe de charité utilisé en droit d'ailleurs, c'est-à-dire que la bonne foi se présume. La mauvaise foi, elle, si elle existe, elle doit être démontrée. Si on n'est pas capable de démontrer qu'il y a mauvaise foi, on doit considérer qu'il y a l'erreur est faite, il s'agit d'une erreur ou des aventures qui est faite de bonne foi. Alors, les trois procédés de la dramaturgie, de l'analyse de dramaturgie de Gosfield sont la mise en scène, la fiction et la dramatisation. Je vais aller rapidement. Donc, la mise en scène, Gosfield réfère beaucoup à la scénographie pour expliquer comment les promoteurs en arrivent à contrôler les conditions de la réception du message, qui est un gros enjeu pour les promoteurs de causes sociales. Le problème social, il doit être présenté au public toujours sur un fond de drame moral pour que le public s'y intéresse et qu'il le comprenne et qu'il s'engage dans la représentation. Et l'objectif de la mise en scène, c'est évidemment, c'est d'emporter l'adhésion la plus totale du public à la représentation du problème tel que le promoteur le représente, cette solution, et de sa solution. Vous êtes en recherche, vous savez qu'un problème est multifactoriel et complexe. En cause sociale, on a toujours une représentation du problème simplifiée, lissée. Et en recherche, on sait toujours qu'il y a plusieurs solutions possibles, puisque c'est multifactoriel, mais dans le domaine des causes sociales, on essaie toujours de dire aux citoyens qu'il y a une solution, une seule bonne, la voici, et les autres sont complètement éliminés de la réflexion, même de la visibilité du public. Alors, c'est une sorte de performance scénique à laquelle se livrent les promoteurs de causes sociales. Ils doivent présenter les connaissances d'une manière la plus linéaire possible. Et le point climaxique de cette représentation dramatique, c'est toujours l'heure du choix. Vous remarquez que les promoteurs nous disent toujours que nous sommes à minuit moins une de quelque chose. C'est l'heure des choix, il faut agir. Et donc, c'est l'insoutenable tension qu'ils essaient de créer, c'est-à-dire le sentiment que la société pourrait éventuellement ne pas réagir adéquatement contre toute évidence et contre toute nécessité avec évidemment des conséquences catastrophiques. L'autre principe, c'est celui de la factualisation fictive. Alors, la fiction, c'est un travail de sélection et de torsion des données du problème qui est fait avec des fins d'engagement et de persuasion. La factualisation, chez Gosfield, c'est un choix de dispositif d'administration de la preuve. C'est un cadrage, d'une certaine manière. Et pour arriver à faire ce cadrage, on va présenter une causalité simplifiée. On essaie de présenter le phénomène comme étant le plus univoque possible, car dès que ça devient complexe, le public décroche. On va faire une réduction, une élimination des intrigues possibles, ou c'est-à-dire des lignes narratives, des autres lignes narratives possibles. On va essayer de maintenir la régularité dans notre ligne narrative, c'est-à-dire même si d'autres personnes ou d'autres intervenants nous arrivent avec des explications alternatives, on va faire silence dessus ou on va essayer de les éliminer, de les décrédibiliser. L'objectif, c'est de produire un récit toujours plus captivant et plus facile à appréhender. Je reviendrai sur les exemples à la fin. Alors, en termes de factualisation fictive, l'importance qu'il faut accorder à la dimension fictive va varier au cas par cas en fonction, là je parle du point de vue de l'observateur, en fonction des écarts qu'on observe, de l'impact des fictions sur la solidité de l'ensemble de la construction du problème et de l'impact des fictions du promoteur sur l'efficacité de l'action publique à résoudre. Alors, essentiellement, d'un point de vue littéraire, la factualisation fictive, c'est une sorte de mise en sommeil de la distanciation critique du citoyen. Et tout ça est fait sur le mode adversatif dans le débat public. La promotion d'une cause sociale, c'est un combat sur la scène publique qui nous est présenté. Puis enfin, la dramatisation. Alors, il y a un processus d'amplification des faits qui sont allégués par les promoteurs
qui cherche à favoriser l'intensification dramatique des enjeux. Alors moi, je vais parler de scène publique, d'autres parlent d'arène publique parce que c'est le lieu d'un combat, mais essentiellement, la scène publique, c'est le lieu du drame public et dans lequel on somme chacun de choisir son camp. Alors, les ressorts de l'action du drame public, selon Gosfield, et tels que présentés par Cefaï, qui lui aussi pratique ce type d'analyse. Alors, il y a l'identification d'un mal social qui doit être causé par un transgresseur de l'ordre public. Il y a toujours un transgresseur de l'ordre public qui est coupable de la situation, toujours. Il faut qu'il y ait une accentuation du caractère immoral de ce transgresseur. Il va être stigmatisé comme fautif. On va réaffirmer à la population quelle est la bonne voie en se servant du transgresseur comme repoussoir. On va mettre de l'avant la condamnation morale et même légale du fautif, parce que le promoteur va essayer, en transférant la propriété de sa cause à l'État, d'accéder au contrôle social formel, c'est-à-dire l'imposition de lois, de contraintes qui vont aller avec des peines d'emprisonnement, des billets d'infraction, peu importe. Ensuite de ça, donc, le promoteur va requérir contre le fautif des punitions toujours plus impitoyables comme conditions qui vont être posées à la réconciliation puis à la restauration de l'ordre public. Alors, évidemment, tout le temps vers la fin du drame sous forme de restauration de l'ordre public. Et puis, bien sûr, Gosfield porte évidemment une grande attention aux effets de dramatisation là, qui sont faits pour provoquer le plus grand intérêt et la plus grande excitation possible du public par rapport à la cause. Alors, la dramatisation, c'est une activité de persuasion qui est dominée par un souci de convaincre efficacement, qui donne lieu à une inflation verbale qu'il est possible d'identifier. On voit que les promoteurs cherchent essentiellement, par leur communication, à frapper l'imaginaire. C'est un travail d'activisme social qui procède par une sélectivité dramatique dans l'arrangement narratif du problème public. J'ai ajouté à la méthode de Gosfield, parce que Gosfield a fait ses propres enquêtes, mais ne nous a pas laissé une méthodologie particulière pour prendre sa suite. Alors, en lisant Gosfield, je me suis rendu compte qu'au fond, l'objectif du chercheur, c'est d'essayer de cerner ce qu'il appelle la matrice décisionnelle du promoteur. Et vous allez voir, j'emprunte à Lakatosh. Donc, la matrice décisionnelle, au fond, il y a un noyau de valeurs et de croyances qui sont indiscutables du point de vue du promoteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours chez un promoteur un noyau de valeurs, des axiomes, si vous voulez, qu'il refuse non seulement de discuter, mais il refuse même de les présenter au public. Autour de ce noyau de valeurs, il y a toute une ceinture protectrice d'hypothèses, de propositions que le promoteur va accepter de soumettre au débat, peut-être même corriger, éliminer, mais ça sert surtout à faire avancer la cause et à masquer, à protéger, si vous voulez, les valeurs fondamentales, les axiomes que le promoteur refuse de discuter. Alors, c'est le principe même de la modélisation des programmes de recherche, là, selon Lakatosh, vous l'aurez reconnu. Donc, pour moi, la matrice décisionnelle des promoteurs, elle peut être soit explicite, soit implicite. Mes recherches, mes études de cas montrent qu'en général, elle est implicite, elle est rarement explicite, mais il m'est arrivé de trouver, quand je fais l'historique d'une cause sociale, de découvrir que parfois, à l'origine, la matrice décisionnelle, elle est explicite. Les promoteurs sont très transparents. Et puis, par souci d'efficacité, ils vont immerger leur matrice décisionnelle et ils vont créer autour de ça une ceinture de croyances et d'hypothèses pour protéger leur matrice décisionnelle parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont facilement attaquables sur ce plan-là. Alors, l'objectif ultime, c'est la vision stratégique à long terme là, et les moyens à prendre pour y arriver. Là, ils sont rarement explicités publiquement par un promoteur. L'analyse dramaturgique montre bien que le promoteur n'a pas tendance à être très transparent pour des raisons d'efficacité essentiellement. Et c'est toujours le même vieux débat entre l'éthique et l'efficacité, le bien et l'ennemi, le bien et l'ennemi du mieux. Il y a une tendance, malheureusement, peut-être empruntée aux approches marketing, de faire en sorte que les gens ont tendance à favoriser l'efficacité à l'éthique, peut-être aussi parce qu'ils ont la conviction qu'ils travaillent pour le bien des gens. Alors, à partir du moment où vous pensez que vous travaillez pour le bien,
la notion éthique est rapidement évacuée, elle devient comme immanente, et à ce moment-là, les gens vont favoriser l'efficacité, d'où les dérives éthiques qu'on retrouve dans à peu près toutes les promotions de causes sociales. Donc, avec l'analyse dramaturgique, ça permet de chercher les lignes de cohérence qui sont dictées par le noyau de la matrice décisionnelle et qu'on va retrouver, on va pouvoir identifier à partir de l'identification des incohérences apparentes du discours, là, qui sont typiques de la ceinture de protection. Alors, une matrice implicite peut être explicitée finalement par le chercheur. Et je travaille tout ça dans l'optique des mythes du savoir de Lacasse, dans l'optique des ossatures cognitives constantes de Berthelot, puis je souscris à l'analyse rationnelle des croyances de Boudon et de Bronner, c'est-à-dire que j'estime qu'il faut d'abord considérer que les gens ont des croyances, ont des raisons pour croire. Ces raisons peuvent être farfelues, inadéquates, mais ils ont des raisons pour croire. C'est découvrir les raisons des croyances qui m'intéressent. Et donc, j'ai fait rapidement des études de cas. J'en ai fait 11. Ma thèse portait sur la mise en marché de la sécurité routière, mais j'en ai fait plusieurs. Mais puisqu'il ne me reste que simplement 2 minutes pour vous donner une idée de ce que ça donne, eh bien, par exemple, l'analyse du Club des petits déjeuners au Québec, alors c'est une association très populaire dont l'objectif est de fournir des déjeuners à des enfants pauvres qui se présentent à l'école sans le ventre vide. L'hypothèse, enfin la certitude des promoteurs à l'origine, c'était de dire que la faim empêchait les enfants de classes plus défavorisées de performer à l'école. Et donc, si on les faisait manger à l'école, ils auraient de meilleurs résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant l'histoire de la communication du Club des petits déjeuners, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais cherché à valider leur hypothèse, même s'ils avaient accès aux résultats scolaires des enfants. Donc, après des décennies de promotion de cette cause, c'est intéressant de voir que jamais ils n'ont cherché à vérifier si effectivement nourrir les enfants le matin à l'école avait une incidence sur leurs notes. Ça ne les a jamais intéressés. Et on voit également que la raison pour laquelle ils agissent évolue selon les modes du temps. Et donc, la réussite scolaire n'est plus donnée comme la principale raison du Club des petits déjeuners. Un dernier peut-être, celui de Recyc Québec, parce que c'est gouvernemental. C'est une société parapublique dont l'objectif est de favoriser le recyclage au Québec. L'analyse des rapports annuels de Recyc Québec montre que si à l'origine, le Recyc Québec, cette société d'État, avait été fondée en souscrivant aux principes reconnus par la recherche en matière de recyclage, la Recyc Québec devait travailler sur 3 aspects. Elle devait travailler sur influencer les manufacturiers pour les amener à faire des emballages moins polluants, moins jetables, devait inciter l'industrie à être moins polluante également, puis ensuite inciter les citoyens à recycler. Et lorsqu'il y a eu un changement à la direction de Recyc Québec, je termine là-dessus, qui a amené une redéfinition du mandat de Recyc Québec, mais qui n'a jamais été validé par la loi. Ce sont des administrateurs qui l'ont fait, où ils ont éliminé les 2 premiers objectifs et ils ne travaillent plus depuis qu'à convaincre les citoyens de davantage recycler. L'analyse montre que c'est probablement pour des raisons d'efficacité, c'est-à-dire que Recyc Québec n'a pas les moyens d'influencer l'industrie, mais peut faire des campagnes et faire état de l'évolution, de l'adhésion de la population au principe du recyclage, même si les fondements même des recherches et des théories sur le recyclage montrent bien que le citoyen n'a que 10% d'influence sur le problème de la pollution liée au faible recyclage. Alors voilà, je suis désolé, j'ai dépensé de 1 minute. Alors, un grand merci pour cette présentation, Christian, d'une grande densité qui nous donne un cadre théorique finalement. Et puis, j'avais toujours cette idée en t'entendant de comment est-ce que ce cadre pourrait s'appliquer justement en ramenant ça dans le territoire du séminaire autour des questions de tromperie et comment cette analyse, moi je retiens par exemple cette idée de problèmes très complexes, on le sait. On vit dans une complexité multifactorielle au niveau des problèmes et puis souvent, effectivement, dans le domaine public, on nous présente des solutions finalement très simples
Alors, je trouve ça très intéressant comme cadre pour réfléchir à la question justement de la tromperie dans l'espace public. Je pense que Jean-Marc a sûrement apprécié tout le côté de la dramaturgie théâtrale comme cadre pour penser ça, toute la question de la fiction. Alors, est-ce que, donc je regarde évidemment tout en parlant s'il y a des petites mains qui se lèvent pour laisser la parole. Je vais revenir pour laisser la parole à nos participants parce que ma question serait, Christian, comment tout ça, on pourrait l'appliquer de façon efficace, par exemple, à ce qu'on étudie autour des problèmes de désinformation et comment ces groupes sociaux, je pense justement aux gens qui contestent à partir de la pandémie jusqu'à tous les mouvements de négation qu'on a dans la société. Alors, je vais passer quand même la parole à Fabien, on pourra y revenir, en vous disant qu'on fait un échange d'environ 15 minutes pour passer ensuite à Sylvie, puis après ça, on revient sur nos deux invités pour la troisième partie du séminaire. Alors, donc, Fabien, puis ensuite, Jean-Marc. Oui, merci Christian. Effectivement, une présentation très, très pertinente, un cadre théorique. Moi, j'ai déjà piqué quelques idées qui m'animent. J'ai surtout noté l'idée de factualisation fictive, de causalité simplifiée, d'élimination des lignes narratives possibles. Et en fait, puisqu'on s'intéresse aux théories du complot, je me demandais si, dans l'idée justement de comparer ce qui relève de la tromperie et ce qui relève on va dire, des régimes de vérité légitimés, est-ce qu'on observe une forme de factualisation fictive croissante, par exemple dans la manière de présenter, vous mentionniez effectivement la question du recyclage, le problème de l'écologie, il y a un certain type de termes qu'on n'ose pas prononcer, comme par exemple les termes de capitalisme, qui ressemblent encore à un gros mot. Bref, j'aurais aimé savoir si la sociologie observe une sorte de tendance accrue à la simplification de problèmes, à l'élimination justement d'éléments, d'ingrédients narratifs pour proposer une sorte de package argumentatif tout prêt que le public peut facilement absorber. Et est-ce que cette tendance accrue peut aussi expliquer cette factualisation fictive que l'on observe massivement du côté des théories du complot de Trump à d'autres formes complotistes très, très, très actuelles. Je ne sais pas si ma question est claire, mais est-ce qu'on pourrait effectivement dégager des corrélations de ce point de vue-là? Il y a toujours une grande différence que j'observe entre le travail qui est fait par les promoteurs de causes sociales et puis les gens qui se livrent au complotisme. C'est-à-dire que les gens qui se livrent au complotistes, c'est une nébuleuse. Hein? Alors, il n'y a rien qui régularise le discours. Les promoteurs, eux, essaient de maintenir une ligne narrative cohérente, alors que chez les complotistes, tout est bon. Ça n'a absolument aucune importance. Chaque nouvel argument, même s'il est contradictoire, ils ne se sentent pas du tout tenus par le principe de non-contradiction en science. Pas du tout. Les promoteurs s'y sentent davantage tenus puisque le mode de conviction moderne, c'est celui de la science. Alors, il faut qu'ils soient capables de justifier le caractère scientifique de leurs assises, notamment pour convaincre l'État d'intervenir. Puis une fois que l'État s'en occupe, ben, l'État aussi, ça fait partie de son mode, de sa culture de travail, du travail des problèmes publics, c'est essayer d'y aller de façon scientifique. Par contre, chez les gens qui sont complotistes, on voit bien que le travail de factualisation fictive, ça a trait à l'être humain. Hein. Il y a un plaisir fou, je pense, du côté des gens qui se livrent au complotisme et se construisent un univers de fiction absolument fabuleux dans lequel ils sont à la fois acteurs et scénaristes. Ils sont dans un travail de fiction à part entière, même si on pourrait dire qu'ils ne sont pas aussi professionnels que d'autres, puisqu'il y a des incohérences nombreuses dans leur discours, mais ça n'a pas d'importance pour eux. Alors, c'est vraiment le travail de plongée totale dans la fiction qui les intéresse, mais pour le reste, on voit ça, des éléments semblables, c'est-à-dire
pour capter l'attention du public, c'est les mêmes ingrédients. Il faut y aller sur la dramatisation à outrance, il faut jouer sur la scandalisation, il faut donner le sentiment toujours qu'on est à l'urgence, sur le bord du gouffre, c'est le moment, on est à minuit moins une, et ainsi de suite. Donc, les procédés qui sont les mêmes quand il s'agit de capter l'attention du public. Oui, très intéressant comme réponse. En fait, je me demande toujours justement comment, dans la richesse du modèle que tu nous présentes, comment on pourrait même appliquer une recherche très concrète sur le terrain avec ces méthodologies à des groupes divergents, finalement, appelons-le comme ça. Il y a Jean-Marc qui voudrait intervenir. Donc, Jean-Marc. Alors, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment très, très intéressant. Ça, effectivement, comme disait René, moi, ça me donne beaucoup d'idées, beaucoup de pistes. J'ai des questions auxquelles je ne sais pas s'il y a des réponses, mais je les pose quand même. En fait, je vois très bien, je comprends très bien le passage de la transition de concepts et d'une grille qui provient, disons, hein, vous avez commencé par offrir la métaphore de la tragédie grecque, donc qui vient du monde de l'analyse dramaturgique au phénomène de société, donc au problème, à la cause sociale. Et en vous écoutant, j'ai pris beaucoup de notes. Je me demandais, est-ce que ça peut être réciproque? Autrement dit, est-ce que de l'analyse que vous proposez, qui est très stimulante, est-ce qu'on peut appliquer ça à des arts trompeurs? Je vais être plus explicite, aux arts en général, aux arts de la représentation en général. Je vais être explicite parce que, en fait, tout repose sur, si j'ai bien compris, on travaille sur une cause sociale qui est un problème social, donc envisagé sous l'angle de sa résolution par l'action sociale. C'est en gros, je pense, l'idée. Mais qu'est-ce qui arrive quand ce n'est pas le cas? Autrement dit, ça s'appliquerait, par exemple, à un théâtre politiquement engagé ou socialement engagé, mais tous les théâtres ne sont pas socialement ou politiquement engagés. Souvent, c'est que du divertissement. L'objectif, c'est de faire sourire, de donner du plaisir, etc. Donc, comment est-ce que vous voyez une façon d'utiliser certains de ces concepts-là dans un cas où il n'y a pas de problème? Bon, je vais réfléchir tout haut, là. C'est sûr que par rapport aux arts trompeurs, l'une des premières différences, c'est que lorsque vous travaillez dans le cadre des problèmes sociaux, vous êtes astreint à un critère de crédibilité, de véracité, si vous voulez. Si vous dites aux gens, voilà, j'aimerais que vous fassiez ceci désormais, mais au fond, c'est de la blague, je vous mens. Il n'y a pas de problème en réalité, c'est simplement je vais avoir un peu plus de contrôle sur vous, il n'y a personne qui va suivre. Non? Alors que quand on sait quand on va au théâtre, là, il y a une distanciation, mais on sait qu'on va mettre en veilleuse la distanciation critique, mais on sait qu'on la met en veilleuse. Quand on est devant un magicien, on sait qu'il y a un truc. On le sait très bien. Alors que dans le cas des problèmes sociaux, c'est le contraire. Il ne faut surtout pas que le citoyen ait une trop grande distance critique par rapport à ce qu'on fait. Alors ça, c'est sûr qu'il y a une grande différence là, de registre de représentation là, entre les deux. Maintenant, mais même si vous parlez d'un théâtre engagé, dès qu'il y a un engagement politique, pour moi, là, ça s'applique. Oui, je suis d'accord. Oui, je pense que oui. Oui. Ouais. C'est dans le cas où il n'y a pas d'engagement, à ce moment-là, je vous dirais, ce n'est pas tellement l'analyse dramaturgique qui a apporté, disons, aux arts dramatiques, par exemple, que l'inverse. Les gens, au fond, moi, c'est une des choses qui me fascine, c'est que les gens ont intériorisé toutes ces ficelles. Et ils les reproduisent spontanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour devenir promoteur de causes sociales. J'ai analysé une grande variété de causes sociales, parfois par l'État, parfois par de simples citoyens, et je suis ébahi de voir à quel point
les mêmes ficelles reviennent constamment et spontanément. Et je vais aller plus loin, là où je me distingue un peu de mes collègues qui s'intéressent à la désinformation et mésinformation. La recherche, essentiellement, s'intéresse à la mésinformation. C'est l'erreur commise de bonne foi. Alors que la désinformation, c'est une erreur qui est commise de mauvaise foi. Très peu de recherches sur la désinformation, elle est essentiellement concentrée chez les chercheurs militaires. Mais moi, ce que je constate, c'est que les gens ont tout à fait intériorisé toutes les ficelles du mensonge. Et ils s'y livrent volontiers, ardemment. Les plus petits promoteurs sociaux qui sont au début de la cause déjà envisagent la promotion de la cause sur le mode, je dirais, du mensonge, de la manipulation. L'une des causes qui a été étudiée, c'est une association végane qui fait la promotion du mode de vie vegan, et l'enquête a procédé par rencontre, entrevue dirigée. Et c'était fascinant de voir que je vous ai parlé les étapes d'une cause sociale. Alors, on présentait le véganisme d'entrée de jeu comme étant une philosophie, un mode de vie auquel on n'adhère pas, tout le monde est libre, il n'y a aucun problème. Au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion, suivant la grille de discussion, ça ne prend pas beaucoup de temps pour faire dire aux promoteurs que oui, bon, au fond, on a des gens chez nous qui considèrent que les gens qui mangent de la viande sont des criminels. Oui, certainement, un jour, on va interdire la viande, et certainement, un jour, il va y avoir la peine de mort pour des gens qui feraient de la boucherie, et même plus loin aussi, là, à notre avis, avoir des animaux domestiques, c'est une forme de cruauté qui est totalement inadmissible. On y arrivera un jour, mais évidemment, il ne faut pas dire ça aux gens parce qu'on leur ferait peur. Il y a tout de suite que l'idée de l'efficacité, elle apparaît spontanément pour justifier qu'il ne faut pas tout dire aux gens. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le contraire. Je sais que je suis à contre-courant, mais moi, je trouve que sur la place publique, l'éthique, c'est d'y aller à visière levée. Et si vous avez des choses à dire aux gens qui vont faire décrocher, qui vont déplaire, ben, il faut les dire quand même, parce que sans ça, c'est tout le mode de la délibération publique qui est vicié. Alors, je sais que je travaille avec un idéal type, mais si on oublie cet idéal type-là, ben, on arrive dans une situation où les gens spontanément deviennent des manipulateurs sans arrière-pensée, absolument sans arrière-pensée. Quand on leur demande, quand on les met en face de leurs contradictions, la réponse est toujours la même, c'est vrai, il ne faut pas mentir, il ne faut pas manipuler, mais ma cause, celle dont je m'occupe, elle est si exceptionnellement difficile qu'on n'a pas le choix. Mais ils disent tous ça. C'est vraiment intéressant parce que ça joue dans ce problème qui revient tout le temps dans le séminaire de, il faut le dire, l'intentionnalité. Donc, comme on disait, du spectacle pur qui peut parfois vouloir révéler une cause aussi ou faire réfléchir sur une cause. On n'est pas nécessairement juste dans le registre du divertissement. À partir de ça, jusqu'à justement, j'aime bien la différence que tu fais entre la mésinformation et la désinformation, qui tient beaucoup à une intention d'ailleurs, une intentionnalité. Est-ce que je veux tromper délibérément ou est-ce que je le fais par inconscience totale? Je pensais à nos présentations la semaine dernière sur Zemmour, et puis on se demande est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Et souvent dans ces causes-là, c'est ce qu'on se demande, est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Alors, je finirai peut-être ce point. On va passer bientôt à Sylvie pour la deuxième partie. On va revenir à tout ça. Je te dirais, Christian, on pourra d'ailleurs en discuter, mais je trouverais absolument intéressant de prendre le cadre que tu viens de nous présenter dans tous ces aspects et justement l'appliquer. Tu nous montrais les études de cas que tu fais à une étude de cas justement qui s'en irait dans un groupe un peu plus brumeux, je dirais, ou un groupe qui défend une cause comme les anti-vaccins, ou de voir comment on pourrait appliquer ce modèle à des groupes qui, soit malgré eux ou parce qu'ils le veulent, poussent des modes de désinformation, et une étude qui pourrait justement aller et préciser des choses concernant la mésinformation versus
versus la désinformation. Toujours aussi dans une optique, tu ne nous as pas beaucoup parlé de ce que j'appellerais les dynamiques de médiation, mais je sais comment ça te porte aussi, donc de voir comment ces dynamiques de médiation actuelles, les messages qui passent à travers des canaux divers, viennent influencer cette sphère rhétorique finalement de la mésinformation, des informations, le mensonge et tout ce que tu nous as dit. Donc, c'est presque une lancée que je te fais, que ça serait vraiment intéressant là, de creuser davantage toutes ces pistes. Alors, je vais maintenant passer la parole à Sylvie Leleu-Merviel, donc elle est tout juste à côté de moi, et qui est notre deuxième invitée. Donc, Sylvie Leleu-Merviel, elle est la fondatrice et la porteuse du laboratoire, la directrice. Elle a été directrice du laboratoire de Visou pendant plus de 25 ans, remplacée maintenant par Michel Labour, qui est avec nous aujourd'hui, donc, pour prendre la relève. Et nous sommes avec le groupe Arcane en définition de partenariat pour partager nos intérêts de recherche. Et donc, je vais laisser Gabrielle, encore une fois, présenter le résumé cette fois-ci de ce que Sylvie nous a envoyé avant que tu prennes la parole, Sylvie. Le patrimoine est habituellement constitué de biens matériels chargés de passé, mais bien présents ici et maintenant. Cependant, le patrimoine dit immatériel se distingue du précédent par son absence d'externalisation immédiate sur un support physique. Il vit par et dans les êtres humains qui l'incarnent et le portent. Ainsi défini, le caractère incarné du patrimoine immatériel pose la question de sa persistance, via sa transmission par-delà la disparition de ceux qui le vivent ou l'ont vécu au présent. Comment construire les traces de cette mémoire? Comment les conserver? Qu'en faire? Comment les rendre accessibles, certes, mais aussi attractives, utiles? C'est à ce type de questions qu'a tenté de répondre le projet ANR Mémo-Mine, consacré à la mémoire des mineurs. Diverses solutions techniques transposent la mémoire incarnée des mineurs en médiation numérique qui perdure dans le temps au-delà de la disparition des témoins, à la fois en ligne et à distance et en présentiel dans les lieux de mémoire. Ainsi, les illusions spectrales de témoins historiques nous parlent-elles par-delà la mort? Alors, donc, juste avant de laisser la parole à Sylvie, je vais fermer mon son pour ne pas interférer. Et donc, simplement pour dire que nous sommes actuellement sur le site même d'Arambert, qui est un site minier, d'ailleurs, qui a donné lieu au film Germinal de Claude Berry. Et j'ai eu le bonheur aussi d'arriver au moment où il y avait un deuxième tournage qui s'appelle Les Gueules Noires, donc sur la vie des mineurs. Alors, c'est vraiment un lieu de mémoire ici même sur lequel Sylvie a travaillé. Alors, je lui laisse la parole. Voilà, merci René. Je vais vous illustrer, ça ne se veut pas une présentation théorique, hein, ça va être très illustré, mais je vais vous illustrer le concept d'infolusion. Donc, c'est un mot valise à partir de information et illusion. On va commencer par des infolusions très basiques, historiques, et pour aller vers les infolutions spectrales. Alors, je vais commencer par une petite historiographie pour vous dire, je vais passer très vite là-dessus, mais pour vous dire de où je parle et de où je pars. Donc, je fais partie des gens qui ont été pionniers dans l'image de synthèse à l'époque où personne n'en faisait. Nous étions là et avec des ordinateurs qui étaient bien moins puissants que votre téléphone aujourd'hui, nous avons tenté dès le départ d'appliquer ces outils d'image de synthèse au patrimoine numérique. Alors, ça commence en 83, cette histoire, à peu près ici à l'Université Polytechnique, où nous avons commencé la numérisation de bâtiments qui, il faut bien le reconnaître, n'étaient nullement patrimoniaux parce que les possibilités techniques en nombre de facettes, etc., ne nous permettaient pas de faire mieux que ça. Donc, vous voyez que ça n'est pas du tout patrimonial. Néanmoins, lorsqu'on passait à
cette deuxième image, il fallait déjà des week-ends entiers de calcul, rien que pour avoir la transparence à travers la porte de garage. Donc, c'est vous dire que ce que je vais vous présenter est également très dépendant des possibilités techniques et que lorsque nous nous sommes lancés dans les années 80, elles étaient extrêmement faibles. Il faut quand même bien garder ça en tête. Ça ne nous a pas empêchés de partir vaillants à l'assaut du vrai patrimoine et d'essayer d'utiliser les outils numériques. Alors, je vais vous passer un autre bâtiment que René va peut-être reconnaître. En fait, c'est ma maison. Ma maison avant restauration, quand nous l'avons acquise. Et en fait, on avait un problème dans cette maison, c'est que le bâtiment qui est de profil, là à droite, il est très haut et très étroit, et qu'on se demandait si cet espace était habitable. Alors, vous voyez, là, il est passé dans la partie gauche. Bon, ceci pour vous donner une idée de ce qu'était le vieux Lille il y a 40 ans. Donc, voilà une représentation de ce bâtiment que vous venez de voir. Et vous voyez qu'en effet, l'emprise au sol est très faible, il est très étroit, il est sur 2 étages, mais le premier étage fait 3,70 m sous plafond. Et la question était, est-ce que ce bazar-là, c'est habitable ? La simulation virtuelle nous a permis de répondre à cette question et de dire, eh bien oui, c'est habitable, et voilà le résultat, à peu près identique à ce qu'il est aujourd'hui. N'est-ce pas, René ? Absolument. Ça ressemble, tu reconnais. Je pourrais dire, pour commenter, sans t'interrompre, que c'est une maison qui est un véritable labyrinthe, qui serait très bien pour un roman policier, pour cacher des indices, parce que c'est un labyrinthe. Alors, je vous ai mis l'autre face, parce qu'un des problèmes que nous avions, c'est que dans la région des Hauts-de-France, nous avons la brique partout. Et représenter des briques, c'était aussi un défi dans ces années 80. Ça n'existait pas. Alors là, je vous fais un gros plan. Ce qu'elle a de merveilleux, cette brique ancienne, c'est qu'elle est complètement irrégulière, qu'il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, il n'y en a pas 2 qui ont la même couleur, certaines sont fendues, elles sont admirables de vieillesse et de patine. Et voilà, tout ce qu'on savait faire à l'époque, c'était ça. Et vous voyez que c'est extrêmement loin d'une brique, hein, tel que je vous l'ai montré juste avant. 89, on a sauté donc quelques années. On essaye d'attaquer sérieusement la question des patrimoines à travers une illusion de restauration de bâtiments disparus. Et en l'occurrence, on a travaillé sur l'abbaye de Fontenelle, qui est tout à côté du site principal de l'université et qui a été rasée à la Révolution. Donc, il n'en reste absolument rien, mis à part quelques mottes de terre qui dépassent et qui font penser à des vestiges. Donc, les seuls documents dont nous pouvions disposer, ce sont les albums de Croy, qui sont des albums de la fin du Moyen-Âge. Et donc, bien évidemment, ces représentations sont faites avant la perspective. Donc, en fait, toutes les valeurs sont fausses. Les rapports de longueur, de largeur et de hauteur ne permettent pas de reconstruire un bâtiment crédible. Donc, nous avons dû travailler avec des historiens pour essayer de faire des hypothèses sur les vraies tailles des bâtiments que nous voyons ici dans cette représentation fausse. Donc, déjà mensongère, déjà illusoire, là pour des questions mathématiques et géométriques. Alors, voilà ce que nous obtenons à la fin des années 80. Bon, vous voyez que les briques, c'est un peu mieux. Sur la modélisation, ça s'améliore toujours. Et si on fait un petit effort pour mettre des décors, bon, on commence à approcher quelque chose qui nous évoque quelque chose. Donc, fin des années 90. On enchaîne avec un autre travail tout à fait du même type, sur une illusion de restauration toujours, mais sur l'abbatiale de Saint-Omer. Alors, la grosse différence pour nous, c'est que sur celle-ci, bien sûr,
on a toujours les albums de Croy, voilà, qui sont les références historiques principales, mais nous avons des vestiges en place. Donc, il y a des documents de toute nature, photographiques, relevés topographiques. On peut aller sur place et ça va évidemment beaucoup enrichir le travail historique. Donc, c'est pour vous dire qu'une illusion de reconstitution comme ça passe aussi par un travail documentaire extrêmement important. Donc, voilà par exemple un vestige de contrefort, d'arceau de contrefort de l'abbatiale. Ici, un vestige de fenêtre, et ainsi de suite. Je passe rapidement, juste pour vous dire que ces données vont effectivement venir nourrir le modèle géométrique à partir duquel on va pouvoir faire des rendus avec des détails beaucoup plus fins que ce qu'on avait auparavant, même si les textures ne sont toujours pas terribles. Alors, nous avons des plans, nous avons des relevés de cette nature, des lavis, des dessins, des aquarelles, des gouaches, des peintures, même des maquettes. Et quand il y a trop de données, ben, on s'aperçoit que le problème, c'est l'incompatibilité des données entre elles. C'est-à-dire elles sont contradictoires. Et là encore, le travail de l'historien est tout à fait nécessaire pour déterminer quelle est la bonne valeur, en fait. 91, nous, le laboratoire des Visu, on s'arrête. On s'arrête sur cette piste. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros intervenants qui rentrent dans le jeu, IBM avec Katia et les arts et métiers qui se lancent dans la restitution de l'abbaye de Cluny avec des moyens que nous n'avions pas. Mais en 91, cette même année, on a l'occasion de produire une visite nocturne du musée des Beaux-Arts de Valenciennes avec une bande son et des éclairages qui étaient déclenchés automatiquement à partir d'un détecteur de présence des visiteurs en visite nocturne. Et ça, en fait, ça va projeter nos travaux vers complètement un autre point de vue. Partant des possibilités techniques, on va s'intéresser au public et comment mettre le public au cœur de l'action. Évidemment, le public, il a adoré que ce soit lui qui déclenche les événements de la visite et c'est ça qui change le point de vue. En outre, dans ces années-là aussi, vous le savez très bien, c'est le début de la numérisation des collections et des œuvres à la BNF, à Gallica et partout. Là encore, beaucoup de données, beaucoup de ressources deviennent accessibles. En revanche, on ne se préoccupe pas beaucoup de l'intérêt des publics dans toute cette première phase, et c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, j'en arrive à ma deuxième partie pour vous donner une petite idée du fond théorique, qui est celui de la problématique des traces et de leurs usages. Parce que ce que nous avons tenté de faire, c'est rendre vivantes, à travers une illusion, des traces patrimoniales. Donc, qu'est-ce qu'une trace? La problématique, c'est bien de conserver des traces suffisantes pour préserver une histoire, préserver un patrimoine. Donc, j'ai eu l'occasion de développer une approche structurée de la notion de trace en la définissant comme le spectre d'un processus ou d'un objet qui a eu lieu ou qui a existé. La trace se définit par les marques. Donc, les marques, ce sont les données qu'on peut récupérer parce qu'elles sont indicielles et elles sont inscrites sur un support. C'est la fameuse trace de pas de dinosaures dans le désert de l'Arizona. Ceci, on peut le recueillir et cette marque devient une trace. Elle est par ailleurs qualifiée en tant que trace par quelqu'un qui l'interprète comme une trace. Je peux, moi, passer à côté d'empreintes de pas de dinosaures, je ne vais pas les reconnaître. Donc, pour moi, ce ne seront pas des traces. Seul l'historien, l'archéologue, saura qualifier ce qu'il voit comme une trace de pas de dinosaure. Et lorsqu'il en a le pressentiment, il devra authentifier l'objet comme effectivement une trace effective, une trace réelle, je dirais.
à partir de l'idée de conserver des traces qui fassent sens, pas seulement des traces, mais des traces utiles, on voit que l'on converge de la problématique simple de la conservation vers celle de la création de sens, vers ceux à qui on va les donner à lire. Tout ce que j'ai indiqué sur la trace est tout à fait prégnant sur des objets ou des bâtiments, mais depuis quelques années, un nouvel objet est arrivé dans le paysage, c'est celui des patrimoines immatériels. Que sont les patrimoines immatériels? À contrario des patrimoines matériels, qui sont des biens matériels présents ici et maintenant, le concept de patrimoine immatériel est lié en fait à des pratiques, à des modes de vie, à des connaissances, à des savoir-faire qui, a priori, n'ont pas d'incarnation sur un support physique. A priori. Ils sont incarnés dans les individus, dans les groupes sociaux qui les vivent et qui les pratiquent. Ce qui veut dire que si on veut patrimonialiser ceci, se repose frontalement la question des traces. Quelles traces et quelles captures pour obtenir un support indiciel? Une fois qu'on a ces indices, il s'agit d'en faire un tracé, c'est-à-dire d'insérer les traces dans un geste de design, de conception qui garde en fait la marque de l'intentionnalité d'un concepteur. Et ces traces, nous allons les rendre accessibles à des publics, mais surtout attractives, utiles. Ce qui va nous conduire à d'autres conceptualisations possibles, à savoir des dispositifs nouveaux qui vont renforcer l'illusion de présence. Et c'est ceci que je vais traiter dans la troisième partie, qui est mon étude de cas. Donc, étude de cas, sur 5 ans, de 2017 à 2022, nous avons travaillé sur le projet ANR Mémomine, Mémoire de la mine. Donc, Desvisu était coordinateur. Je dis était parce qu'il a clos le 31 octobre, donc très, très récemment. Et nous étions 3 laboratoires, un laboratoire de Lille et un laboratoire de l'INALCO sur cette opération, avec des partenaires institutionnels qui sont l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, Arenberg Creative Mine, notre magnifique site dans lequel nous sommes actuellement, n'est-ce pas René? Le Centre historique minier de l'Eward et la mission Bassin minier. Alors, qu'est-ce que le patrimoine minier? C'est à la fois un paysage naturel et transformé par les terrils, par les fosses, par le fait de creuser. C'est une culture particulière, puisque les mineurs avaient des ligues de sport, ils faisaient de la musique dans les harmonies, beaucoup de gens jouaient de la fanfare, il y avait des festivités, il y avait de nombreuses langues, du français, du picard, mais aussi de l'italien, du polonais, du marocain, de l'arabe. Le patrimoine minier fait partie du patrimoine industriel et il est également maintenant patrimoine culturel, puisqu'il a été classé à l'UNESCO en 2012 pour le bâtiment, et le patrimoine immatériel de manière générale fait l'objet d'une définition par l'UNESCO en 2003. Donc la problématique de notre projet, c'est sauvegarder les mémoires individuelles, celles des gens, parce qu'aujourd'hui encore, notre site, par exemple, est guidé, les visites sont guidées par les anciens mineurs. Ils ont tous plus de 80 ans, donc malheureusement, il faut penser à leur remplacement et c'était ça notre objectif principal. Donc, quels sont les problèmes liés à ce cas? C'est que la mémoire est très volumineuse et très hétérogène, la mémoire écrite. Il y a beaucoup de langues, je l'ai déjà dit, et des variantes régionales. Nous, ici, nous parlons le ch'timi, comme on le voit, le petit bonhomme, il dit « Ah, mi, je suis ch'ti, je suis d'ichi ». Donc ça, c'est du rouchi, qui est du patois d'ici. La mémoire orale disparaît, donc c'est ce qu'on disait à l'instant, et il y a profusion de données à relier. Alors, patrimoine matériel. Commençons par le patrimoine matériel.
la médiation des bâtiments. Alors, voilà dans quel bâtiment nous nous trouvons. Nous sommes, Michel, René et moi, dans le bâtiment qui est à droite. Ceci que vous voyez, c'est une photographie de notre site. Nous avons réalisé une illusion de destruction de ce bâtiment. Je vous rassure, on est dedans, il est complètement entier. Donc voilà une photogrammétrie de ce bâtiment. Donc ceci, c'est un modèle numérique qui a été bâti à partir de plusieurs milliers de photos, de tranches photographiques sur un enchaînement de hauteur du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Ce modèle photogrammétrique, il a été récupéré par une société de production qui est venue tourner ici Germinal, la série qui a été diffusée sur France Télévisions à partir de octobre 2021. Donc, je vais vous passer, si ça marche, on n'a pas pu tester, une petite séance où vous allez voir se détruire notre bâtiment. Eh ben non, ça ne marche pas. Voilà. Ah si, peut-être, là, je vais réussir. Voilà. Voilà, le bâtiment détruit et le chevalement posé à côté. Voilà de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'infolusion. Nous avons réalisé aussi une photogrammétrie d'objets de la mine. Donc, il existe une galerie complète d'objets de la mine que nous avons récupérés ici sur le site. Donc, voilà par exemple les téléphones spéciaux qui étaient des généphones qui ne faisaient pas d'étincelles. Et voilà des outils de mesure techniques, un ohmmètre et un grisomètre qui ont les mêmes particularités. Au passage, d'ailleurs, on a utilisé cette technique de photogrammétrie aussi pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cette œuvre, par exemple, est une œuvre qui a été restituée au Bénin et qui a été photogrammétrisée par des visus avant restitution. Il faut voir que cette œuvre, elle fait plus de 3 mètres de haut et que dans le cadre très sombre du musée du Quai Branly, en fait, on ne voyait pas du tout la tête et que les conservateurs eux-mêmes avaient oublié qu'elle était peinte. Donc, vous voyez que ça permet de voir même des objets réels qu'on a sous le nez, qu'on ne peut pas voir de manière satisfaisante. Alors, en ce qui concerne les mémoires individuelles, eh bien, nous avons tourné des témoignages et réalisé des documentaires ethnographiques. Voilà. Donc, un film de 15 minutes a été monté à partir de plus de 20 heures de rush qui ont cette allure. Alors, ceci, ça paraît tout simple, sauf que faire parler un mineur dont ce n'est pas le métier en face caméra, ben, en fait, ça demande là aussi une infolusion. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne parle pas à la caméra, il parle à moi, qu'il voit à travers un écran. Donc, un peu comme un prompteur, vous voyez. C'est un prompteur qui est sur la caméra et à travers le prompteur, il me voyait moi. Donc, en fait, il me parle à moi. C'est ce qu'on appelle le dispositif yeux dans les yeux qui produit
l'illusion que la personne me parle. Ceci, ça a été théorisé il y a déjà bien longtemps par Élisée Auveron à propos du journal télévisé, dont il dit, le journaliste, il est là, je le vois, il me parle. Est-ce qu'à distance, vous entendiez le son tout à l'heure? Oui. Donc, je vais juste vous passer un petit extrait de cette illusion de présence. Ancien mineur du site mine de Moulins-Saint-Robert. Commencé en 61, terminé en 89, 27 ans de fond. Je m'appelle Jacques Potier. J'ai fait toute ma carrière à la mine. C'est-à-dire j'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi. Et chez nous, on était mineurs de père en fils. Alors, je me présente, je m'appelle Henri. Je suis un ancien mineur. J'ai travaillé 31 ans au fond de la mine. Et j'ai commencé à 15 ans dans le Pas-de-Calais. Je me suis embauché. Voilà, alors je coupe parce que c'est tout à fait passionnant et qu'il y en a 23 heures, hein, comme je vous ai dit. Donc, nous irons sur la plateforme pour le voir. Ils sont évidemment très interpellants et très passionnants. Et nous avons travaillé pour avoir cette présence forte. Alors, vous voyez que par rapport à l'image précédente, le fond vert a ici été filtré pour mettre un fond noir. Et le fond vert permet de mettre n'importe quel décor derrière. Hein, puisque ça, c'est le principe de l'incrustation dans les images vidéo. Alors, nous sommes venus implanter, alors ça, ce sont les travaux de l'Université de Lille. Je vais vous les présenter rapidement, mais ce n'est pas moi la spécialiste. Donc, nous avons implanté 2 systèmes d'organisation des connaissances comme dispositif de médiation du patrimoine. Donc, il s'agit en fait de décrire l'univers de connaissances pour rendre accessibles les ressources et surtout indexer les fonds documentaires. Donc, ces 2 systèmes d'organisation, c'est un thésaurus et une ontologie. Donc, pour vous donner une idée du travail, le problème du thésaurus, c'est de trouver les mots qui représentent l'activité, les mots de la mine, à partir d'un très grand nombre de ressources qui sont des ressources lexicales, mais aussi des corpus d'archives journalistiques et l'analyse des vidéos. Et nous avons le problème des variantes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'un conducteur de chevaux, ça se dit aussi un meneur de chevaux, mais ça se dit aussi un meneur de gvaux, ou un meneur de gvaux, ou chemeneur de gvaux, ou chemeneur de kevo, ou chemeneur de chevaux, ou chemeneur de bidet. Et tout ça, en fait, ça veut dire la même chose. Donc, on voit bien le travail nécessaire d'indexation pour ne louper aucun terme qui, en réalité, signifie la même chose. Donc, ce qui va conduire à une structure classificatoire du domaine où on va avoir des grands axes thématiques qui vont être déclinés en catégories de métiers, de tâches propres à la mine. Donc là, on va trouver le boisage, le soutènement, les outils, etc. Décliné en organisation, voilà, bon, je ne vous fais pas tout le thésaurus. Le thésaurus, en réalité, ce sont 558 descripteurs plus 764 non-descripteurs multipliés par une vingtaine de termes différents pour chaque descripteur. Donc, vous voyez le volume global que ça représente. L'intérêt de tout ça, c'est de venir mettre ça sur les vidéos de manière à pouvoir faire une recherche ensuite sur mots-clés. C'est-à-dire l'utilisateur va rentrer conducteur de chevaux et le système va lui proposer toutes les séquences où on parle des conducteurs de chevaux automatiquement, sans être obligé d'aller les chercher soi-même. Donc, ce qui va nécessiter de poser des classes et des propriétés sur l'ensemble des corpus. Donc ici, par exemple, vous voyez un extrait de témoignage, comme on l'a vu tout à l'heure, témoignage de Jean. Vous voyez qu'il fait quelques lignes et sur la partie droite, vous avez l'indexation et l'ontologie et le thésaurus de ces quelques lignes du témoignage de Jean. Ceci pour vous donner encore une idée de la quantité de travail que ça représente sur 23 heures de rush d'interlocuteurs différents. Nous avons ensuite constitué une plateforme web d'annotation et de diffusion des traces mémorielles.
Alors ça, c'est la partie INA, Institut national de l'audiovisuel, qui pour l'occasion a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle Okapi. Donc vous avez la traduction du titre. Donc les objectifs d'Okapi, c'est de valoriser les contenus multimédia en proposant des fonctionnalités tout à fait nouvelles pour créer sa propre application. Donc la plateforme web, elle utilise les modèles sémantiques promus par le W3C et voilà l'allure qu'elle a. Donc il y a une interface utilisateur sur laquelle on s'identifie. L'interface va proposer une bannière et un menu personnalisable dans lequel on va pouvoir aller chercher des ressources à partir des mots-clés du thésaurus et de l'ontologie. Et ce n'est pas tout. L'accès aux ressources est complété par la possibilité d'éditer ces ressources. C'est-à-dire, je peux sur la plateforme faire mon propre montage. Je suis par exemple enseignante, j'ai envie de faire un cours sur un point précis de la vie de la mine. Je vais aller chercher sur les mots-clés et faire mon propre montage sur cette thématique-là que je vais pouvoir présenter à mes élèves. Sans avoir à dupliquer des sources, la plateforme me permet de faire ça avec une infinité de thématiques possibles. Et vous avez là une toute petite représentation de l'ontologie mémomine dans les formats agréés au plan international. Et puis à Desvisu, nous avons travaillé sur des dispositifs de médiatisation des traces mémorielles en deux catégories. Ceux qui peuvent être utilisés à distance. Donc, par exemple, nous avons créé des livres augmentés. Donc voilà, ce sont des livres illustrés où, avec une tablette ou un smartphone, vous pouvez venir cliquer certains QR codes et vous voyez apparaître les objets que je vous ai présentés tout à l'heure. Et vous pouvez les manipuler en 3D, tourner autour, voir leur taille et avoir toute une information complémentaire qui n'est pas dans le livre d'origine. Nous avons également fait une visite virtuelle immersive qui se présente un peu comme un serious game. Donc, c'est une visite virtuelle dans la salle des pendus. Alors, c'est ceci, une salle des pendus. C'est la salle dans laquelle les mineurs accrochaient leurs vêtements avant de partir au travail. Donc, je vais vous passer quelques secondes, hein, puisque vous savez à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est un jeu. Vous êtes sous casque virtuel. Les mains qui sont représentées ici en 3D sont vos propres mains et vous avez des défis à remplir. Bon, vous allez vous saisir d'une lampe de mineur parce qu'aucun mineur ne peut survivre au fond sans sa lampe. C'est l'objet premier. Et puis, avec cette lampe de mineur, vous allez visiter un environnement virtuel dans lequel vous allez pouvoir capter de l'information. Bonjour, je m'appelle Edmond. J'ai été mineur à la fosse à Rambert. La personne que vous voyez sur la photo, c'est moi, à mon entrée de la mine, en 1954. J'avais 20 ans à l'époque. C'était pas drôle tous les jours, mais c'est ici où j'ai travaillé toute ma vie. Et voici mes souvenirs d'Arambert. Alors, c'est un tout petit exemple. Et là, on en arrive vraiment sur le sujet de la conférence. Edmond, aujourd'hui, il est mort. Donc là, vous avez l'illusion de sa présence. Vous venez de l'entendre et il vous propose une visite de la mine par le son. Nous avons également réalisé un vidéo mapping. Donc, ceci, c'est une maquette qui fait à peu près 4 mètres sur 1,50 m et des images viennent se projeter sur cette maquette, donc qui est de grande taille. Il faut s'imaginer qu'elle est de grande taille. Je vais aller peut-être un peu plus loin encore pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on va illuminer des zones différentes et de la même manière, le son. Avec le prénom d'une femme, Alix. Au début, les mineurs n'étaient que français. Ensuite, des mineurs d'autres nationalités arrivèrent. Polonais, italiens,
belges, marocains, allemands, hongrois, espagnols, portugais. La mine a eu, avec des hauts et des bas, une très longue vie, environ 90 ans. Le vendredi 24 mars 1989 fut le dernier jour de ce géant industriel. La dernière berline de charbon remontée. Voilà, alors évidemment, tous ces dispositifs que je vous présente ont été testés avec des publics. Je n'en ai plus que pour 2 minutes. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur l'illusion spectrale et on s'est pour ça inspiré du musée de l'Holocauste de Skokie aux États-Unis, où nos chercheurs sont allés faire une recherche. Alors en fait, dans ce musée, il y a une salle particulière que vous voyez là. Donc, une petite jauge, hein, il y a une 50aine de personnes. Le contre-champ vous montre ce que voient les spectateurs. Et en fait, ce qu'il leur est proposé, c'est un Papers Ghost de gens qui ont été filmés lorsqu'ils étaient survivants de l'Holocauste. Donc, la présidente de cette organisation, c'est Fritzi Fritzhall. Vous voyez ici notre chercheuse, Virginie Blondeau, qui interroge un spectre, un Papers Ghost de Fritzi Fritzhall. Alors, ce n'est pas une vraie intelligence artificielle. Donc, le Paper Ghost ne génère pas des réponses instantanées. En fait, il a un catalogue de plusieurs milliers de réponses qui ont été préenregistrées et il y a une indexation de la question par rapport à des réponses pertinentes préexistantes qui sont proposées aux visiteurs. Il y a tellement de réponses enregistrées qu'en fait, c'est totalement bluffant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle nous répond vraiment. Et là encore, eh bien, Fritzi Fritzhall est décédé l'été dernier. Donc, voilà, c'est une illusion spectrale qui, dorénavant, répond aux visiteurs au musée de Skokie. Alors, nous avons fait ça avec nos mineurs. Donc, vous voyez ici un Papers Ghost de l'un de nos mineurs, Aimable Patin. Voilà le dispositif qui a été expérimenté, le premier dispositif expérimenté. Et la question sur laquelle je termine, c'est, donc, nous, Aimable, il est toujours là, hein, mais les 2 autres que je vous ai présentés ne sont plus là. On est dans un dispositif, il est là, je le vois, il me parle, mais davantage, il me répond, ce qui augmente l'illusion de présence de la part d'un mort. Ce qui pose aussi la question de la légitimité de son témoignage. Qu'est-ce qui fait que le fait de faire parler un mort rend sa parole légitime? Ce qui nous a permis de poser le concept de grand témoin numérique. Et au final, est-ce une illusion trompeuse ou est-ce une médiation vertueuse? Est-ce que nous n'aimerions pas tous pouvoir discuter aujourd'hui avec Cléopâtre, par exemple? C'est la question que pose ce genre de technique. Et je termine avec cet individu que vous connaissez bien. Il n'est pas mort, vous le savez, mais il est gravement malade. Il a déclaré qu'il mettait fin à sa carrière. Il ne tournera jamais plus, mais il vient de vendre ses droits à un jumeau numérique qui pourra être mobilisé dans de futurs films. Donc, nous allons voir des films avec Bruce Willis en jumeau numérique. Il a donné son autorisation. Donc, vous voyez que, comme le disait Michel tout à l'heure, lorsqu'on fait jouer Mbappé avec Pelé, c'est une illusion, c'est une tromperie, mais les techniques aujourd'hui permettent ça. Et c'est ce que je voulais vous présenter par rapport à la problématique que nous partageons, qui est celle du mensonge, des deepfakes, des fake news, des contenus illusoires et trompeurs. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation très riche. Elle est d'autant plus intéressante pour moi, évidemment, que je suis sur les lieux, justement, de tout ça. Et puis, c'est vraiment une très belle présentation, très différente de celle de Christian aussi. On a décidé de mixer le monde des arts trompeurs de façon tout à fait différente, qui nous amène à deux questions. La première, évidemment, toute la question des stratégies d'illusion. On commence en 1980 et on sait qu'il y a une longue filière des illusions. On aurait pu remonter, bien sûr, au début du cinéma. Hein, Rémi, tu as certainement plein de choses à dire sur ce que tu as vu. Comment ces techniques, par exemple, de fond vert sont devenues absolument communes au niveau du cinéma. Quel film ne les utilise pas, on pourrait presque dire, jusqu'au téléjournal, en fait, banal. Et de voir comment il y a cette évolution aussi qui nous amène jusqu'à, et puis merci Sylvie, à ces images du musée de la Shoah, hein, c'est vraiment de ça que ça vient, donc projet de Spielberg, je pense, qui a enregistré tous ces témoins et puis qui nous les montre dans une forme interactive. Je vais souligner un autre point aussi, donc dans la deuxième partie, ce qui nous intéresse beaucoup, évidemment, les membres des arts du projet Arcane, c'est tout le dispositif éditorial. Donc, Gabriel, ça a dû beaucoup t'interpeller. Donc, tout ce dispositif éditorial qui ressemble à celui qu'on veut faire, avec des buts différents, mais qui est semblable. Donc, toute la question de l'indexation, du link open data et du web sémantique. Et ce qui est très intéressant pour nous, avec Sylvie, ça va être peut-être d'expérimenter ce dispositif et nous donner peut-être des suggestions pour ce qu'on est en train de créer. Alors, je vais passer la parole à Fabien qui vient de lever la main. Alors, Fabien? Oui, merci Sylvie. C'est une question très technique. D'abord, je voulais juste mentionner qu'a priori, hein, le cas de deepfake de Bruce Willis s'avère être une fake news elle-même. En fait, c'est Bruce Willis, en fait, n'a pas vendu son image. C'est qu'en fait, il a fait appel à une entreprise qui s'appelle Deepcake pour une publicité. Et il y a une rumeur qui est partie et il se bat contre cette rumeur, enfin, non, ses agents. Donc, il n'a pas vendu les droits de… Ça, c'est mais c'est une rumeur qui est tenace. Alors, cela étant, je me permets de répondre tout de suite que nous avons quand même une émission qui a démarré il y a quelques mois, qui est produite par Thierry Ardisson, qui fait revivre des chanteurs morts. Il a commencé avec Dalida. Et là, il est en train de préparer les émissions suivantes. Donc, c'est peut-être faux pour Bruce Willis, mais ça existe pour d'autres. Oui, c'est sûr. Mais c'est vraiment succulent ce que tu nous dis. C'est vraiment le canular du canular. Hein? Ouais, c'est ça. Souvent, dans l'espace public actuellement, avec des mises en abîme comme ça, où on ne sait plus, où on pense que c'est un canular, on nous présente, on nous vend ça comme un canular, alors que ça n'en est pas un, ou vice-versa. On nous présente quelque chose, on dit que c'est par exemple, une fausse image, et puis voilà. Alors, c'est un bel imbroglio dans lequel on trouve les analyses, parce qu'on ne sait même pas, justement, si la nouvelle qui nous est donnée, c'est un fake ou si c'est vrai au niveau d'une simulation. C'est ça. Et j'en viens à ma question, c'est une question technique. Ça concerne donc les Papers Ghost, Aimable Patin, c'est ça? Aimable Patin. Il y avait une phrase qui disait « il me répond ». Et j'étais curieux de savoir, parce que moi, je travaille beaucoup sur les assistants virtuels intelligents, les IA avec lesquels on peut avoir des conversations tout à fait curieuses. Comment ça fonctionne exactement? Comment il répond, l'hologramme d'Aimable Patin? Alors, nous, ce qu'on est en train d'implanter, c'est la même chose qu'au musée de Skokie, c'est-à-dire des réponses préenregistrées qui sont indexées par rapport à la question. Voilà. On n'est pas encore au niveau de l'IA, parce que techniquement, c'est extrêmement compliqué si tu veux faire le mouvement des lèvres. Avoir la posture physique de la personne, c'est surtout quand elle est assise comme Fritzl, c'est faisable. Mais par contre, si tu veux avoir l'expression du visage qui suit une phrase qui est générée par l'IA en temps réel, là, il y a encore un peu de boulot, quoi. Donc, pour l'instant, on n'y est pas.
Mais ce qui est intéressant comme commentaire, c'est qu'on se trouve être dans une simulation d'une intelligence artificielle. Hein? Encore une fois, le canular du canular, la simulation de la simulation. Alors, c'est vraiment intéressant. On donne l'illusion à la personne qu'il y a réponse, mais en réalité, c'est une technique qui existe depuis un certain temps. On va enregistrer tellement de réponses que finalement, il y en a une qui va aller, alors qu'on sait que dans les dispositifs génératifs, on est dans toute autre chose actuellement. Alors, est-ce que Michel, tu veux prendre la parole? Oui, en passant, je suis dans le bureau à côté de Sylvie. Hein, donc, voilà. Pour répondre un peu à la question de Fabien, si j'ai bien compris Sylvie, il me semble qu'on peut faire un petit parallèle avec le Paper's Ghost et les chatbots hein, qu'on a en ligne, donc une base de données qui réagit un peu. C'est cette même logique, il me semble, Fabien, qu'on opère, hein, si ça te dit quelque chose. Oui, et en plus, j'ajoute aussi ce point, c'est qu'il y a une partie des chatbots, en fait, simulent l'intelligence artificielle parce qu'en fait, les conversations soient analysées par certains travailleurs du clic dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère pour améliorer, donc apprendre la machine à apprendre. C'est une sorte de mise en abîme tout à fait curieuse. Donc, effectivement, il y a des analogies et des liens à faire, oui. En fait, c'est drôle parce que ça me rappelle des travaux que je faisais sur la narrativité des jeux vidéo il y a bien longtemps, où j'appelais ça justement des stratégies de tromperie. C'est-à-dire qu'on sait que si, au début, dans les interfaces narratives non linéaires, on arrivait par exemple avec 2 choix qui deviennent 4, qui deviennent 16, qui deviennent exponentiels. Donc, on se retrouve facilement dans la scénarisation de jeux vidéo avec des possibilités absolument incontrôlables. Et donc, très, très vite, dans la logique des jeux, il y avait des stratégies de camouflage, finalement, de la linéarité. C'était beaucoup plus linéaire qu'on laissait entendre en proposant des chemins, finalement, 3 chemins qui reviennent au même point. Donc là, oups, on gère ça pour éviter l'explosion des possibilités. Alors, donc, ces techniques de camouflage de l'interactivité même existe depuis le début des jeux vidéo. Alors, je vais passer la parole à Jean-Marc. Oui, merci beaucoup, Sylvie. J'ai beaucoup, c'est très, très enrichissant. Cette intervention, je trouve, nous ramène un peu à un angle mort de notre projet de recherche, qui est qu'on n'aborde pas assez, mais qui nous concerne tous et sur lesquels on travaille tous de façon directe ou indirecte, c'est vraiment la question des archives. On est, je pense, la plupart d'entre nous, on est pris avec la question des archives et dans cette perspective justement qui est aussi celle de la vérité et du mensonge, de la manipulation, etc. Et alors merci pour ramener ça à l'avant-plan, parce qu'effectivement c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. Je pense qu'il faudrait peut-être pour la prochaine édition, là, je dis ça aux collègues, là, qu'on insiste un peu sur cet aspect-là qui est central, parce que tout se construit à partir des archives. Et j'ajouterais que la question du patrimoine immatériel aussi, c'est vraiment dommage que Samuel ne soit pas avec nous, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la question du patrimoine immatériel et en particulier de celui qui est produit par le numérique. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'évalue. Mon collègue Éric Méchoulin disait toujours archiver, c'est un geste politique, et ça peut être aussi un geste politique qui dérive, ça peut être de la manipulation, de la tromperie, etc. C'est quand même donner à un objet ou un non-objet de la mémoire, un sauf-conduit à travers le temps, quoi. C'est rendre présent, permettre d'accéder à quelque chose, à un présent permanent. C'est pas rien comme décision, et ça rejoint le cœur même de notre réflexion, ou en tout cas la base de notre réflexion, qui était les régimes d'authenticité. Donc, qu'est-ce qui est vrai et comment quelque chose est déclaré vrai et devient vrai ou cesse de l'être? Les régimes d'authenticité qui proviennent justement des études sur le patrimoine. Donc, on boucle la boucle, et je suis vraiment très heureux de pouvoir le dire, quoi.
Oui, alors je trouve que, merci pour cette remarque, il y a vraiment un enjeu qui est colossal et dont très peu de gens parlent, parce qu'actuellement, il y a une sorte de démission par rapport à ce travail archivistique. À savoir que nous, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, conserve la totalité de ce qui est diffusé sur toutes les chaînes 24 heures sur 24. Et l'INA fait également une aspiration de la totalité des SMS échangés en France et n'en élimine aucun. Et il faut ensuite des fermes de calcul qui consomment une énergie incroyable pour maintenir ces choses-là. Et il n'y a personne qui ose poser la question, mais est-ce bien utile? Est-ce que vraiment ce sont des archives? Alors, la planète va se rappeler à nous en nous disant consommer de l'énergie pour faire ça, peut-être faudrait réfléchir à deux fois, puisque là aussi, il y a une sorte d'occultation. Hein, c'est comme si le numérique ne pesait rien, ce qui est évidemment complètement faux. Ça chauffe, les fermes de rendu sont énormes, elles sont loin, on ne les voit pas, mais elles sont énormes. Et je pense qu'il y a un enjeu colossal à déterminer justement cette partie que j'évoquais de conservation. Qu'est-ce qu'on conserve? Sur quels critères on conserve? Comment on conserve? Pourquoi on conserve et pourquoi faire? Et aujourd'hui, on conserve tout, comme si c'était plus simple. Je pense qu'on va vite se rendre compte que ce n'est pas plus simple. Et ça devient un enjeu maintenant qu'on est 8 milliards. Hein? C'est tout récent, ça, comme on a vu. Et puis, on s'en va sur le 10 milliards très rapidement. Donc, petit commentaire. Il y a Christian donc, qui veut intervenir. Donc, Christian. Oui, je vais baisser ma main. J'aurais pu réagir sur toutes les questions archivistiques parce que ça m'intéresse, c'est au cœur des travaux qu'on fait dans le groupe Source. Vous avez tout à fait raison. Les gens conservent tout et à tel point qu'aujourd'hui, il est impossible de demander aux gens de retourner dans leur mémoire numérique et de faire le tri. Ils ne le feront jamais. Donc, l'espoir des gens, c'est qu'il y aura un algorithme un jour qui va faire le ménage pour eux, puis ils vont régler la question ainsi. Mais je voulais faire simplement une observation par rapport à la présentation de Sylvie, c'est que je voyais l'évolution de la technologie et ça m'évoquait un phénomène connu en communication, à l'effet que là, je fais un lien avec la désinformation, là, mais le fait que plus le support technologique est avancé et raffiné, moins les gens requièrent de l'argumentation. Et j'ai lu récemment un article d'un major de l'armée américaine de 2010, je parle bien de 2010, dans lequel, parce que vous savez que l'armée s'intéresse à la communication, dans lequel il préfigurait l'évolution de la communication vers le métavers et dans lequel il disait: lorsqu'on arrivera au métavers, il ne sera plus nécessaire d'argumenter avec les gens pour les convaincre, il suffira de leur présenter une expérience suffisamment emballante et intéressante pour qu'ils adhèrent à ce qu'on leur demande de faire, sans argumentation. Est-ce qu'on peut avoir la référence de ça? Je pourrais vous ce serait bien, oui. On va nous l'envoyer par courriel, l'envoyer à Gabriel qui va nous la transmettre ou la mettre dans le chat, comme on fait souvent là, au cours du séminaire. C'est vraiment intéressant, puis je trouve intéressant justement qu'on fasse la connexion entre ces deux interventions de nos invités qui sont par ailleurs très différentes, une tournée vers la désinformation, l'autre motivée davantage vers les heures trompeurs, puis comme le soulignait Jean-Marc, cette notion, c'est Jean-Marc et moi quelque part qui avons initié tout ce projet dans lequel on est actuellement, et puis il y avait cette notion d'authenticité qui était au cœur de notre réflexion, qu'on a poussée encore, mais qui venait d'une origine patrimoniale, justement, cette idée qui est très importante et tellement importante dans l'archive ou dans la pièce, l'objet du musée, le vrai, en fait, souvent, on dit la vraie pièce, l'origine réelle, alors qu'on sait comment cette notion est chambardée et comment la question d'authenticité, elle est présente, elle imprègne notre espace contemporain complètement. Alors, je pense qu'il y a vraiment des points intéressants entre les deux présentations qui se rejoignent à travers ça. J'ai envie d'interpeller Rémi. Rémi, qui se fait discret, mais je pense que ça peut être
intéressant de t'entendre avec ce qui a été présenté au niveau des archives, hein, parce que dans ta propre communication, tu as fait évidemment, tu nous as présenté tous les leurres possibles, même au niveau du documentaire. Alors, j'aimerais bien t'entendre sur ce que tu as Oui, vu. oui, ben, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Puis je pense qu'on partage aussi beaucoup de choses là sur la manière de se saisir en fait des nouvelles technologies de chaque époque pour essayer d'en faire des modes de médiation de la mémoire, des modes de médiation de l'histoire. Euh, En se disant que de toute façon, il y en a, enfin, ces technologies sont développées par d'autres, mais qu'il faut aussi que les chercheurs et les chercheuses se les approprient justement pour en avoir un usage différent. Et donc ça, je pense que ça se voyait très bien dans la présentation. Après, je ne veux pas trop développer, mais sur le fait qu'à Tecnes, on a aussi fait des numérisations 3D avec la même technologie d'appareils donc de caméras, d'enregistreurs sonores, etc. Donc c'est vraiment le même type de choses. Et puis que dans mes recherches plus du côté des études sur le génocide, j'avais aussi vu passer et j'ai des collègues qui ont écrit des articles sur ces technologies justement d'hologrammes. Et donc c'est peut-être aussi là-dessus que j'avais un peu une question, mais sachant qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de réponse évidente à apporter à ça, mais c'est l'idée que là, on est sur une technologie, celle que tu as présentée, où c'est effectivement des phrases qui ont été, donc un témoignage et donc des phrases qui ont été véritablement, donc de manière authentique, prononcées par un témoin à un moment donné. Et donc, on est bien dans ce domaine de trouver un mode de médiation pour donner envie de regarder ce témoignage-là. Et donc là, on peut mobiliser tout un tas de dispositifs techniques pour le faire. Euh, Là où il n'y a pas de rupture, mais quand même un changement d'échelle avec ce que va amener l'intelligence artificielle, qui vont être quelque chose de l'ordre que moi je qualifierais plus du vraisemblable ou d'un récit réaliste, mais qui n'est plus en fait, qui ne correspond plus aux mots qui ont été prononcés par le témoin. Voilà, donc là il y a quand même quelque chose d'assez abyssal d'un point de vue éthique. Et où il ne s'agit pas forcément de dire que d'un coup on bascule dans quelque chose qui serait non éthique et puis qu'il faudrait pas faire parce que c'est mal, ou voilà, avoir un jugement moral là radical par rapport à ça. Mais on va avoir des sacrés défis, oui, en termes dans quel cadre faire ça, pourquoi, comment, voilà. Donc ça va être aussi très intéressant parce que c'est ce qui s'en vient là assez rapidement dans les mois, dans les années qui viennent. Oui, c'est intéressant que tu fasses ce lien avec l'intelligence artificielle. Je vous dirais que je vais être à Paris la semaine prochaine justement pour une soutenance de thèse qui porte sur la question des relations de l'art avec les algorithmes de génération là, à partir d'intelligence artificielle. Et puis déjà, ce qui se fait maintenant, ça fait presque peur, on peut le dire. Hein, ça fait presque peur. Et puis, c'est donc, ça va faire partie de discussions qu'on va avoir évidemment. J'en profite pour dire à Fabien que j'ai un livre que je vais ramener assez extraordinaire justement sur les liens entre la création et l'intelligence artificielle, écrit par un mathématicien, professeur d'Oxford, qui est absolument fascinant quand tu regardes ce qui est possible de faire et ce qui s'en vient. Ça va être certainement une problématique très, très importante pour notre groupe de recherche. Écoutez, je vois l'heure passer. On a passé 2 heures vraiment en très, très bonne compagnie aujourd'hui. Ça a vraiment bien été. Alors, on va bientôt se quitter, à moins qu'il y ait une autre remarque là, que vous voulez faire, un autre participant. Donc, j'aimerais évidemment remercier nos 2 invités. Ça a été vraiment extrêmement intéressant, les 2 conférences. J'ai envie de relancer évidemment Christian autour de collaboration possible avec ce modèle que
tu nous as proposé avec ce terrain de recherche d'Arcane. Sylvie ici, et puis Michel Labour qui est ici. On est en train justement de penser toutes sortes de partenariats ensemble dont je vais vous relater certainement dans nos prochaines réunions. Et puis, peut-être pour souligner pour tout le monde du séminaire qu'on va voir en 2023, on y va bientôt. On essaie présentement de monter des journées d'études pour notre projet qui vont être à Montréal. On a probablement des présentations en Tunisie également qui s'en viennent en juin. Et aussi, on va revenir au site d'Arambert, donc le site où nous sommes présentement, pour le colloque H2PTM 2023, donc un colloque qui se passe en France depuis plus de 30 ans sur les hypermédias, mais qui varie ses thèmes. Et on va interroger notamment dans ce groupe-là la question de la fabrique du sens. Et donc, on va avoir certainement un atelier spécifique à notre groupe de recherche Arcane. Peut-être la dernière chose aussi, puisqu'on approche évidemment, on approche de décembre hein, très vite, que ce séminaire est le lieu, en fait, de rencontre qui nous permet, autour d'un même thème, de créer notre dispositif éditorial sur lequel on travaille très fort, où on veut se servir, en fait, de tout ce qu'on récolte actuellement, toute la collecte qu'on récolte à travers les conférences. Donc, on est à quelque chose comme une trentaine d'invités différents. On va en rajouter ensuite dans les 2 années qui viennent et que tout ça, on va essayer de mettre ça dans un moulinet. Samuel n'est pas là aujourd'hui, mais un moulinet qui nous permet justement de faire des recherches à travers tout ça. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, une chose à suivre. On espère qu'on va pouvoir faire une démonstration à Arambert l'an prochain. On l'espère de tout cœur et on avance bien de ce côté. Et donc, ça a été très intéressant de voir ce que Sylvie nous a présenté. On avait Mathieu qui devait peut-être nous faire une démonstration plus en temps réel qu'on n'a pas pu, mais qui pourrait être extrêmement intéressant pour notre petit noyau Arcane, pour voir un peu, comparer les 2 systèmes et voir comment on évolue de ce point de vue. Voilà, je voulais dire, j'avais prévu de faire une démonstration en direct et puis après, quand j'ai mesuré le temps, je me suis dit, des vidéos et des slides, c'est aussi bien, mais je peux tout à fait faire une autre séance avec une démonstration de la plateforme en direct. Hein, si vous ça serait intéressant. Très bien, oui. Très intéressant hein, parce qu'on pourrait même joindre la présentation de Gabriel là-dessus. On essaie de faire avancer le web sémantique à travers notre projet. C'est notre 3e objectif aussi. C'est ambitieux, mais on y arrive avec nos petits moyens. Alors, donc, tout ça pour vous remercier tous de votre présence. Merci beaucoup. Et puis, vous dire que, bon, peut-être rapidement que malheureusement, je ne pourrai pas, c'est vraiment exceptionnel, mais je ne pourrai pas y être la semaine prochaine. Donc, je vais demander à un de notre équipe, peut-être Jean-Marc ou Fabien, de prendre le relais pour la semaine prochaine. En fait, je vais être en soutenance de thèse et c'est ce qui fait que je ne peux pas être au séminaire la semaine prochaine. Et pour vous retrouver, je l'espère le plus tôt possible. Mathieu aussi, oui, je t'interpelle justement au propos de la présentation étudiante. Donc, s'il est toujours partant, ça va être vraiment intéressant. Donc, le 9 décembre, comme on a dit, de te laisser la parole. Voilà. Alors, merci à tous et puis à très bientôt donc. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Et je t'invite à revenir au séminaire pour entendre nos prochains conférenciers. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous.